bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents. Nous sommes déjà plus de 50 connectés et d'autres personnes devraient nous rejoindre. Bienvenue sur les webinaires d'HandiJob qui débutaient en novembre dernier lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Vettel d'HandiJob 06, qui est spécialiste de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et spécialisée pour le déploiement de la politique handicap dans les entreprises. Et elle va nous présenter l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les changements de la loi qui ont eu lieu déjà depuis le 1er janvier 2020 et surtout également les déclarations à ne pas manquer. Donc voilà, elle va nous faire une présentation, ça va durer un peu moins d'une heure et on aura le temps de répondre à vos questions en fin de présentation. Donc n'hésitez pas tout le long de sa présentation d'utiliser l'onglet Q et R, questions et réponses, et on traitera vos questions à la fin de la présentation. Et voilà, et je te passe la main, Sophie, tu peux prendre la suite. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, effectivement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, je voudrais juste vous présenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, notre structure. Donc, HandiJob 06 est une structure qui existe depuis plus de 20 ans sur les Alpes-Maritimes. HandiJob porte deux missions, la mission Cap Emploi et la mission Handi Conseil. Mission Cap Emploi qui va gérer à la fois les personnes en situation de handicap, bien sûr, inscrites comme demandeurs d'emploi. Ils vont les aider à accompagner leur projet, construire un projet professionnel et les accompagner également dans leur recrutement auprès des entreprises. Bien sûr, la contrepartie de tout ça, c'est l'accompagnement des entreprises aussi par rapport à leurs besoins en recrutement. Et puis, la deuxième mission du Cap Emploi, qui est la mission de maintien, dans la mesure où là, on va zoomer sur les collaborateurs de vos entreprises qui connaîtraient des soucis de santé. Et notre service de maintien en emploi va intervenir auprès de vous et de la personne en difficulté de santé pour trouver une solution de maintien en emploi. La deuxième mission d'HandiJob, c'est la mission Handi Conseil sur laquelle, effectivement, moi, je travaille plus particulièrement. Cette mission, elle est là en appui au Cap Emploi axe 1 et 2 sur des questions techniques pointues. Et elle va également intervenir, comme vous l'a dit Anthony, sur tout ce qui va être conseil en politique handicap. Alors, notre réforme au ETH, donc je vous ai mis sur cette slide tous les décrets, les arrêtés, etc., qui sont en lien avec cette réforme de l'obligation d'emploi pour vous permettre de vous y référer en cas de besoin. Grand principe de la réforme, on va passer très vite là-dessus parce qu'à ce jour, les entreprises sont toutes au fait de cette nouvelle réforme. Vraiment à retenir, aujourd'hui, tous les employeurs déclarent leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi en DSN mensuellement, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation d'emploi, et ce pour une raison très simple, c'est que ça va permettre aux financeurs, notamment l'AGFIP, d'avoir des éléments aussi sur les petites entreprises, de manière à pouvoir leur proposer des aides financières qui soient cohérentes avec leurs besoins. Donc, c'est très important que les entreprises de moins de 20 salariés déclarent également leur BOE en DSN mensuellement. En sachant que si ça n'est pas fait, il n'y a pas de sanction prévue par la loi par rapport à cela, mais on demande aux entreprises de le faire parce que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite leur proposer des choses qui correspondent à leurs besoins. L'entreprise est désormais l'entité d'assujettissement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déclaration par établissement ou par établissement autonome. On va réaliser la déclaration au niveau du SIREN de l'entreprise. Vous avez compris que
le législateur a souhaité valoriser l'emploi direct. Hein. On est vraiment dans la mouvance de l'inclusion. Et tout ce qui va être à côté de cet emploi direct sous toutes ses formes, on y reviendra, eh bien, va venir en déduction de la contribution. On ne va plus gagner, entre guillemets, des unités bénéficiaires comme c'était le cas jusqu'à présent. On va faire des déductions au niveau de la contribution qui sera calculée au préalable. On va continuer de valoriser les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de 50 ans et plus. Toutes les autres minorations disparaissent. Hein, et on va être sur un calcul des effectifs désormais, non plus au 31-12 de l'année, mais en moyenne annuelle. Voilà. Alors, vous savez que théoriquement, la DOETH, elle devra se faire en DSN en mai 2021. Elle sera exigible au 5 et 15 juin 2021. Pourquoi je vous dis théoriquement? Parce que vous avez dû tous recevoir le mail de l'URSSAF vous informant que exceptionnellement cette année, s'il y a des petites difficultés, eh bien, vous pourrez un petit peu décaler votre déclaration en DSN. Il faudra que ça soit OK pour juillet, par contre. Voilà. Alors, n'en déduisez pas que c'est bon, tout le monde fait sa déclaration en juillet. Si effectivement il y a un souci, cette année, l'URSSAF sera tolérante par rapport à cette date du 5 et 15 juin 2021. Alors, au niveau des délais et des seuils, bon, vous savez que depuis 2020, donc l'entreprise qui va occuper au moins 20 équivalents temps plein va avoir désormais, si c'est au moment de sa création ou du fait de l'accroissement de ses effectifs, elle va avoir désormais un délai de 5 années civiles pour se mettre en conformité avec son obligation d'emploi. On parle de période de neutralisation. Retenez bien le mot consécutif, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez une entreprise à 20 OTP, effectivement, à partir de cette date, on va calculer 5 ans de neutralisation, c'est-à-dire d'exonération par rapport à la DOETH. Si, durant ces 5 années, l'entreprise repasse sous le seuil des 20 équivalents temps plein, eh bien, on remet le compteur à zéro et l'entreprise repart lorsqu'elle aura à nouveau 20 équivalents temps plein sur 5 ans de neutralisation par rapport à sa DOETH. Alors, bien évidemment, si votre entreprise augmente ses effectifs du fait d'un rachat ou d'une fusion, ces seuils ne tiennent plus. Voilà. Alors, depuis le 1er janvier 2020, donc on l'a dit, toutes les entreprises sont concernées par la déclaration de leur BOETH en DSN, mais seules les entreprises de 20 équivalents et plus paieront une contribution. Cette année, nous sommes sur une année un petit peu spécifique, en sachant que l'année prochaine, la déclaration finale devra se faire en février, année N+1, et effectivement, la contribution sera exigible au 5 ou 15 mars de l'année N+1. Comment est-ce que j'augmente mon taux de travailleurs handicapés dans mon entreprise? Eh bien, par tous les moyens qui concernent l'emploi de près ou de loin. Je recrute, j'accueille en stage, on va en reparler. Je peux accueillir un stagiaire en PMSMP ou en DUOD et considérer que ça entre dans le cadre de la gestion de mon obligation d'emploi. Et je vais aussi maintenir en emploi, c'est-à-dire gérer mes collaborateurs à l'interne qui auraient des soucis de santé, avec un petit clin d'œil que je vous fais là. On pourra en reparler. Il y a plein de webinaires là-dessus qui sont organisés aussi par HandiJob en collaboration avec la CPAM sur la prévention de la désinsertion professionnelle, parce que effectivement, ça va être aussi une manière pour vous d'améliorer l'accompagnement des collaborateurs qui ont des soucis de santé et les maintenir en emploi. Plus on va travailler précocement sur les troubles de santé d'un collaborateur et plus on aura de chances
de le garder et de le maintenir dans l'entreprise. Les déductions, on a vu, BOE 50 ans et plus, tout ce qui va concerner la sous-traitance, on va y revenir. Déduction également si vous avez dans vos effectifs des ECAP et les fameuses dépenses déductibles qu'on appelait au départ les dépenses, les déductions de 10%. On va y revenir également. Les effets de la loi vont être pris en compte puisque le législateur a prévu un écrêtement un petit peu spécifique sur 2020 avec un abattement simplifié à partir de l'année 2021 qui collecte l'URSSAF ou la MSA selon votre entreprise. Les modalités de calcul de la contribution, on ne va pas s'y attarder parce que aujourd'hui, tout le monde sait calculer sa contribution. Vous savez qu'il y a une contribution brute qui se fait désormais avant déduction, une contribution qui va se faire après déduction, quand on va retirer tout ce qui est sous-traitance, ECAP et dépenses déductibles. Et ensuite, on arrivera sur la contribution nette après déduction et avant écrêtement. On calculera l'écrêtement et on terminera sur la contribution nette après déduction et après écrêtement. On va y revenir. Alors, calcul de l'effectif d'assujettissement. Donc, vous savez que désormais, on calcule en effectif moyen annuel conformément à la loi Pacte. Voilà. Donc, cet effectif va correspondre effectivement à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile, au prorata de leur temps de travail, et cet effectif d'assujettissement vous sera transmis par l'URSSAF au 31-01 de l'année N+1 systématiquement. Ça suppose quoi? Que vous fassiez très attention au fait de bien saisir les informations qui concernent tous vos collaborateurs et tous les contrats, tous les différents types de contrats, de manière à ce que l'effectif d'assujettissement soit effectivement bien calculé par l'URSSAF. Voilà. Calcul de l'effectif des BOE, comme on l'a dit, vous savez que toutes les formes d'emploi désormais sont valorisées, donc effectivement, y compris les stages qui vont être considérés comme étant finalement une forme d'emploi, et ça se révèle vrai dans la réalité puisque nous, au niveau d'HandiJob et de notre Cap Emploi, on constate que bien souvent, lorsqu'une entreprise va prendre une personne en stage, notamment dans les fameuses PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel, ça débouche quand même très souvent derrière sur un contrat de travail. Donc, ça n'est pas un hasard si le législateur a souhaité favoriser les stages. Voilà. Donc, ça, c'est important. Au niveau des stages, les jeunes, ils doivent avoir, y compris en stage, vous allez avoir un jeune qui peut avoir plus de 16 ans, qui serait par exemple bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Avec une convention de stage, vous pourrez effectivement le comptabiliser parmi vos BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cet effectif BOE, il vous sera transmis également par les organismes sociaux au 31-01 de l'année N+1. Attention, il s'agit de vos BOE internes. À cela, quand vous ferez votre déclaration d'obligation d'emploi en DSN, il faudra bien sûr que vous pensiez à ajouter tous les BOE externes qui pourraient vous être mis à disposition par les entreprises de travail temporaire, les entreprises, les groupements d'employeurs. Donc ça, il faudra que vous l'ajoutiez effectivement dans votre DOETH. Sachez que les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs vont vous envoyer également, comme le fera l'URSSAF, une attestation au plus tard le 31-01 de l'année N+1, de manière à vous permettre de faire correctement votre déclaration. Comme on l'a dit tout à l'heure, coefficient de valorisation de 1,5 pour les bénéficiaires de 50 ans et plus. En ce qui concerne vos BOE internes, quand l'URSSAF vous transmet
votre effectif moyen annuel de BOE, sachez que la valorisation de 1,5% a été appliquée. Donc, ne la rajoutez pas. Voilà. Je vous rappelle ici également, en termes de calcul, comment on calcule le taux d'emploi. Ce taux d'emploi, il faudra que vous l'ayez à portée de main parce qu'il va vous être demandé quand vous allez faire votre BOETH. Donc, c'est bien l'effectif BOE divisé par votre effectif moyen annuel et multiplié par 100. Alors, je vous ai mis des petits logos là, RLH et RQTH. Alors, un petit zoom sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sachez que lorsque vous avez des collaborateurs qui ont déjà des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé, s'ils réalisent leur renouvellement de dossier dans les temps, sachez que systématiquement, la RQTH de ces personnes sera prorogée de 4 mois pour laisser le temps, notamment à la MDPH, de se retourner et de renouveler la situation de la qualité de travailleur handicapé pour vos collaborateurs. Attention, il faut que la RQTH soit renouvelée dans les temps. Si le collaborateur, par exemple, a sa RQTH qui se termine au 30 mars de l'année 2020 ou 2021 et qu'il demande son renouvellement au 15 mai, eh bien, la règle des 4 mois de prorogation n'est plus respectée. Concernant la RLH, reconnaissance de lourdeur du handicap, c'est une démarche que vous allez pouvoir faire en direction de l'AGEFIP lorsque vous avez un collaborateur pour lequel, malgré l'adaptation des situations de travail, perdure des difficultés par rapport à la réalisation de ses missions. Vous avez la possibilité d'instruire une reconnaissance de lourdeur de handicap que notre service de maintien dans l'emploi vous accompagnera à réaliser parce que c'est quelque chose d'assez complexe, tant administrativement que, on va dire, en termes d'évaluation des situations de travail. Donc, notre service maintien réalise ça pour les entreprises, il n'y a pas de souci. Donc, la RLH, vous savez que sous l'ancienne loi, quand vous faisiez une RLH, vous aviez la possibilité de choisir soit d'avoir l'aide à l'emploi, soit de vous ajouter une unité bénéficiaire au niveau de votre staff BOE. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, quand vous avez une RLH, systématiquement, ça sera transformé en aide à l'emploi des travailleurs handicapés. Les déductions de la contribution, alors vous l'avez vu, déduction de la contribution brute, eh bien on va avoir plein de déductions possibles, déduction des ECAP, déduction des sous-traitances. Vous verrez, je ne vous les ai pas mis dans la même couleur parce que je vous ai fait derrière des slides en fonction de ces déductions, et puis les fameuses déductions dans le cadre des 10%, où là, effectivement, encore une fois, on va y revenir tout à l'heure, on va détailler un petit peu de quoi il en retourne. Alors, déduction de la sous-traitance. Donc, déduction de la sous-traitance, elles sont valorisées sous forme financière désormais. On applique un taux unique, c'est-à-dire sur votre facture, qu'il s'agisse d'ESAT, d'entreprises adaptées, de travailleurs handicapés indépendants, d'entreprises de portage salarial qui porteraient un salarié en situation de handicap, bien sûr reconnu, on va appliquer un taux unique, c'est-à-dire sur votre facturation, on va déduire tout ce qui est matières premières, etc. Et là, on va appliquer sur le coût de main-d'œuvre un taux unique, celui de 30%. Voilà. Donc, vous prendrez coût hors taxe de la main-d'œuvre, on multiplie par 30%, et ce sera le montant à retenir pour la DOETH. Même chose en DSN, ne faites pas les calculs avec les taux d'emploi, etc. Vous avez juste à noter coût hors taxe main-d'œuvre fois 30%, et c'est ce que vous mettrez dans votre DSN. Alors, effectivement, le législateur, encore une fois, a voulu mettre en avant les entreprises qui ont un taux d'emploi supérieur ou inférieur à 3%. Vous savez que lorsque vous avez un taux d'emploi qui est inférieur à 3%,
vous pouvez déduire les montants de sous-traitance jusqu'à 50% du montant de la contribution brute avant déduction. Gardez bien ça en tête. Hein. Contribution brute avant toute déduction. Et puis, si votre entreprise a un taux d'emploi supérieur ou égal à 3%, on sera sur 75% du montant de la contribution brute avant déduction. Alors, même chose que pour les entreprises de travail temporaire, avant le 31-01 de l'année N+1, tous vos prestataires vous enverront des attestations relatives aux achats réalisés et ils vous détailleront les choses. Voilà. Donc, sachez qu'il y a un arrêté qui est sorti par rapport aux attestations, qu'il s'agisse des entreprises de travail temporaire ou des ESAT, EA, TIH, etc. Ce sont des attestations qui sont définies par arrêté. Ça n'est pas un courrier que vous envoie la structure en vous disant ben voilà, ça va vous coûter tant. C'est une attestation qui est définie légalement. Un petit clin d'œil, sachez que toutes les factures liées au contrat de sous-traitance doivent être réglées avant le 31 décembre de votre année N pour que vous puissiez les déduire au titre de cette année. C'est écrit dans la loi. C'est-à-dire qu'il peut arriver que les entreprises, vous savez, des fois, vous allez payer certaines choses avec 3 mois de décalage. Si vous faites ça en fin d'année, je pense notamment à des entreprises qui travaillent mois par mois avec des entreprises adaptées ou des ESAT sur de l'espace vert, eh bien, il peut arriver que la facture du mois de novembre, l'entreprise, conformément à sa gestion financière, elle paye au mois de janvier. Si vous payez en janvier, l'ESAT ou l'EA ne pourra pas vous envoyer une attestation qui prenne en compte le paiement du mois de décembre ou du mois de novembre et du mois de décembre. Donc, sachez, soyez vigilants par rapport à cela. Je vous ai mis des petits liens aussi sur les fiches techniques de la GFIP qui vous reprécisent ça. Enfin, bon, voilà, sachez-le, c'est voilà, comme ça que ça marche. Déduction des ECAP. Donc, les ECAP, toutes les entreprises n'en ont pas. L'entreprise qui aurait des ECAP, il s'agit de postes sur lesquels, effectivement, un salarié en situation de handicap aura, compte tenu de ce qu'on sait des profils des personnes en situation de handicap, aura sans doute plus de mal à occuper ce poste. Ça n'est pas systématique. Bon, si je suis diabétique, ça ne m'empêche pas d'être maçon. Mais bon, voilà, en général, ce sont plutôt des postes sur lesquels les personnes en situation de handicap vont avoir du mal à bosser. Je vous ai mis des petits dessins, voilà, le couvreur, l'ambulancier, le chauffeur poids lourd, le maçon. Il y a une liste des ECAP qui est définie également et qui vous fait apparaître les codes PCS, ESE. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Ces ECAP, la valorisation des ECAP, elle vous sera transmise aussi par l'URSSAF au 31-01 de l'année N+1. Comment je calcule cette déduction? Eh bien, je prends mon effectif moyen annuel des CAP, je le multiplie par 17 et par le SMIC horaire de l'année de référence. Sachez que, contrairement aux autres déductions, vous l'avez vu, déduction sous-traitance et déduction des 6%, cette déduction, elle ne donne pas lieu à un plafonnement. C'est-à-dire que pour les entreprises qui auraient beaucoup d'ECAP, la déduction peut aller jusqu'à annuler le paiement de la contribution. Voilà. Alors, les dépenses déductibles. Alors, les dépenses déductibles, je vous en ai mis 3 dans des couleurs un petit peu spécifiques. Pourquoi? Parce que ce sont les dépenses qui sont inscrites à ce jour, en tout cas définitivement dans la loi. Les dépenses déductibles en lien avec les travaux d'accessibilité. Alors, quand on parle de ces dépenses déductibles liées aux travaux d'accessibilité, on s'entend, on est bien hors obligation légale, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire en plus de vos obligations légales ou parce que vous avez une personne en situation de handicap qui l'exige, vous allez pouvoir le déduire au titre des 10%. Les dépenses déductibles liées au maintien en emploi et à la reconversion
professionnel. Donc, ça va concerner effectivement pour vous tout ce qui va être financement de moyens humains, techniques, organisationnels pour compenser le handicap de votre collaborateur. Quand on parle de reconversion professionnelle, il s'agit bien de reconversion professionnelle à l'interne. L'URSSAF a été très clair là-dessus. Reconversion professionnelle visant une sortie de l'entreprise ne peut pas émarger sur les dépenses déductibles liées au maintien et à la reconversion professionnelle. Vous allez pouvoir financer un reste à charge de prothèse, financer, que sais-je, un interprète en langue des signes. Bon, voilà, tout ça, ça va rentrer là-dedans. Attention, il s'agit bien de votre reste à charge, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise sous accord, ben, de toute façon, vous n'avez pas d'aide AGFiP, donc vous pouvez émarger ça sur vos dépenses déductibles. Maintenant, si vous n'êtes pas sous accord, normalement, vous devez pouvoir instruire un dossier pour avoir des aides AGFiP. Donc, vous déduirez au niveau de ces dépenses déductibles uniquement votre reste à charge, s'il y en a un. Dépenses déductibles liées aux prestations d'accompagnement et de sensibilisation. Alors, ces prestations d'accompagnement et de sensibilisation, elles doivent être faites par un organisme extérieur, c'est-à-dire que si une prestation d'accompagnement est faite à l'interne par l'un de vos collaborateurs, parce qu'il a des compétences spécifiques par rapport à ça, vous ne pourrez pas le déduire. Et vous ne pourrez pas non plus déduire son temps de travail, son coût horaire de travail passé à accompagner le collaborateur. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Alors là, effectivement, vous allez pouvoir avoir, par exemple, le job coaching, toutes les sessions de sensibilisation que vous allez faire au niveau de l'entreprise pour favoriser l'intégration d'une personne en situation de handicap, le maintien d'un collaborateur ou son retour après un arrêt de maladie parce qu'il a eu une pathologie spécifique et qu'il est nécessaire de sensibiliser l'équipe là-dessus avant le retour de la personne ou au moment où il revient. Tout ça, vous allez pouvoir le déduire sur le 0,64 de l'URSSAF. À côté de ça, je vous ai mis les dépenses qui, pour l'instant en tout cas, sont valables jusqu'au 31/12/2024. Alors, ça concerne tout ce qui est dépenses déductibles liées à la participation à des événements. Par exemple, vous allez participer à des job boards sur lesquels on va vous demander un financement pour pouvoir vous donner une visibilité et permettre aux travailleurs handicapés de postuler chez vous. Ça, vous allez pouvoir le déduire, toujours dans le cadre des 10%. Quand on parle des 10%, je le rappelle bien, on est bien sur le montant, encore une fois, de la contribution annuelle brute, c'est-à-dire avant déduction et avant écrêtement. Voilà. Donc, vous allez avoir tout ce qui est dépenses déductibles liées au partenariat avec des associations. Alors, j'ai eu une question d'une entreprise récemment à laquelle je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas si elle est sur le webinaire, mais en tout cas, je vais lui répondre par écrit et là, je vous informe. Donc, effectivement, là-dessus, attention, le partenariat avec les associations, vous allez le retrouver dans le guide de l'URSSAF, il est très clairement défini. C'est-à-dire, imaginons, vous avez une cotisation avec le GESAT ou avec Andeco pour qu'ils vous aident à trouver des structures du secteur protégé ou adapté pour faire de la sous-traitance. Ça n'entre pas dans ces dépenses déductibles. D'accord? Ça va entrer au titre de la sous-traitance. Le partenariat avec des associations, ça va être par exemple, je décide de participer à un concours. Il y a au niveau de l'AGFiP, il y a des forums, des concours organisés autour des métiers pour les personnes en situation de handicap qui s'appellent les Abilympics. Si vous voulez participer aux Abilympics et que vous allez contribuer financièrement à
favoriser les Habiles Peaks, eh bien, effectivement, vous allez pouvoir déduire ça sur le 0,72 au titre des dépenses déductibles liées au partenariat avec des associations. Vous décidez, je ne sais pas moi, de donner des sous au Cap emploi dont vous dépendez sur le 83, sur le 13, ça ne marche pas, hein, ça n'est pas possible, ça ne fait pas partie de la liste des associations auxquelles vous pouvez donner de l'argent et déduire ensuite ça de votre contribution. Il faut que ces associations, elles aient un lien direct avec le fait de favoriser parce qu'elle l'action qu'elle vous propose, l'action spécifique qu'elle vous propose, l'emploi des personnes en situation de handicap. Enfin, les dépenses déductibles liées aux actions concourant à la professionnalisation et aux achats auprès des EA et ZAD-TIH, c'est ce dont on vient de parler. Effectivement, vous allez avoir ces déductions également. Alors, les mesures transitoires. Mesures transitoires, donc, effectivement, le législateur, il a souhaité limiter, vous l'avez vu, on a parlé tout à l'heure du fait que les entreprises, désormais, eh bien, elles sont soumises à l'obligation d'emploi au niveau du SIREN, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise globale. Vous pensez bien que toutes les entreprises qui étaient multi-établissements et qui n'étaient pas soumises à l'obligation d'emploi vont désormais l'être, ce qui peut effectivement impacter, alors surtout dans les conditions sanitaires qui ont impacté le niveau financier de certaines entreprises, il est important aujourd'hui de prendre en compte cette hausse de la contribution du fait des nouvelles modalités de calcul. Donc, pour limiter cette hausse, eh bien, le principe, c'est que le législateur va demander à l'entreprise de comparer sa contribution année N-1 avec celle qu'elle devra payer en année N. Si cette contribution est supérieure, si elle est inférieure, on ne fait rien de particulier. Si elle est supérieure, eh bien, l'entreprise ne versera qu'une partie de cette hausse. Voilà. Donc, la règle en 2020, c'est un taux d'abattement par tranche de hausse. Hein. Donc, c'est les hausses jusqu'à 10 000 euros, ensuite entre 10 000, 1 euro et 100 000 euros, et au-dessus des 100 000, 1 euro. Donc, les taux d'abattement vont être différents. Hein. Donc, abattement de la hausse de 30% jusqu'à 10 000 euros, 50 000 entre 10 000 et 100 000, et 70 au-delà de 100 000 euros. Voilà. Par la suite, le calcul de l'écrêtement, ça sera votre contribution de l'année N-1 plus 20% de la hausse. Et puis, petit à petit, voilà, on va réduire effectivement les écrêtements apportés aux entreprises. 2021 plus 25, 2022 plus 34 et 2023 plus 50. Alors, je vous ai bien remis en DOETH. Ayez bien, quand vous allez faire votre déclaration, tous vos chiffres, contribution au ETH brut avant déduction, net après déduction, net avant écrêtement, net après écrêtement, ce qui vous donnera la contribution au ETH réellement due. Alors, je vous ai mis un petit slide de plus là sur les informations qu'il est important que vous ayez à côté de vous quand vous allez faire votre déclaration en DSN. Effectivement, vous avez vu les 4 étapes dont on vient de parler, OETH avant déduction, OETH net avant écrêtement, OETH net après écrêtement, et ce que l'URSSAF appellera la contribution OETH réelle due. Alors, ayez bien auprès de vous, bien sûr, vous allez avoir de toute façon tout ce que vous a transmis l'URSSAF, le MA-OETH, le MA-BOETH, vous allez avoir tout ça. Ayez bien proche de vous le SMIC horaire brut en vigueur concernant l'année d'assujettissement, votre coefficient multiplicateur selon la taille de l'entreprise, les 400, 500, 600, voire peut-être 1500 si vous avez 0 TH, mais bon, compte tenu de la nouvelle loi, pour avoir zéro unité bénéficiaire, il faut vraiment le faire exprès, puisque on a parlé tout à l'heure des stages. Vous avez la possibilité d'accueillir une personne en stage, même en duo D,
vous accueillez une personne en duodé une journée, ça va vous mettre votre contribution quand même, comme si vous allez devoir quand même payer une contribution, mais ça va vous permettre de sauter les 1 500 € puisque l'URSSAF a ordre au niveau des personnes en stage de calculer jusqu'à 5 après la virgule. Donc, si vous avez 0,0000001 travailleurs handicapés dans le cadre d'un duodé, eh bien, on considérera que vous n'êtes plus à 0 travailleurs handicapés. Voilà. Donc, vous paierez quand même une contribution parce que vous aurez quand même 0 travailleurs handicapés puisque vous savez que ça va être arrondi à 2 chiffres après la virgule, le calcul de votre contribution, mais vous aurez néanmoins eu un stagiaire qui va compter et donc ça va vous permettre de ne plus émarger à la surcontribution. On va en parler. Alors, les plafonds définis pour chacune des déductions, effectivement, il faut que vous ayez calculé aussi votre taux d'emploi pour savoir si vous êtes à 50% ou à 75% de déduction au niveau de la sous-traitance. Hein, c'est important. Et il faut que vous ayez à côté de vous également votre contribution au ETH de l'année précédente, puisque par le truchement de l'écrêtement, vous allez en avoir besoin pour réaliser vos calculs. Attention pour les entreprises sous accord, il faut que vous ayez avec vous le numéro d'agrément de l'accord, hein, parce qu'au niveau de l'URSSAF, on va vous demander de reporter ce numéro d'agrément dans votre DO-ETH. Hein. Et même si vous avez votre calculé au niveau des entreprises sous accord, la contribution au ETH que vous auriez dû payer, vous déclarez une absence de contribution annuelle du fait de l'accord. Hein, vous vous mettez à 0. Mais vous calculez quand même votre contribution puisque c'est ce qui va vous permettre de travailler sur vos budgets dans le cadre de votre accord et de décliner vos dépenses. Alors, si j'ai fait des erreurs dans ma déclaration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, vous avez une fiche consigne, je vous l'ai mise, vous allez retrouver sur Net Entreprise. Hein, vous avez effectivement des modifications à faire dans les blocs contrats. Hein, c'est, pour ceux qui s'y connaissent en tout cas, très bien expliqué sur le lien netentreprise.fr. Si vous avez des demandes de remboursement à faire parce que vous avez trop déclaré, hein, sachez qu'il y a prescription au bout de 3 ans. Hein, donc, suivez ça quand même de manière assez précise, surtout là, hein, dans ces premières années où fatalement, on va tous faire des erreurs potentiellement dans nos déclarations. La surcontribution, donc surcontribution, effectivement, je vous le rappelle, pour les employeurs qui n'ont eu employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrat de sous-traitance, hein, ni d'accord, pendant une période supérieure à 3 ans. Donc, j'ai rien fait pendant 3 ans, la 4e année, voilà, je vais être sanctionné. Alors, les solutions, on l'a vu, c'est l'emploi, c'est la sous-traitance et c'est l'accord agréé. Voilà. Alors, sur la sous-traitance, le législateur a prévu un montant minimum, c'est-à-dire qu'il faut que le montant soit supérieur sur 4 ans à 600 fois le SMIC brut de l'année de référence. Voilà. Je vous ai mis ici les documents hein, que vous pouvez aller consulter qui sont très précis hein, sur, votre DO-ETH. Et on arrive à la fin, il y a Frédéric qui me demande, mais de toute façon j'avais déjà eu la question, pouvez-vous nous faire parvenir donc le support par mail? Oui. Donc, on vous fera parvenir le support donc en PDF ainsi que le lien pour aller regarder le replay sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Andy Job. Et je vous invite à vous y abonner hein, au passage pour ne pas louper tous nos prochains webinaires. On en met régulièrement en place hein, dès qu'on a des informations concernant l'obligation d'emploi, le recrutement ou le maintien dans l'emploi et même pour la sous-traitance.
voilà, tous les sujets de la politique handicap dans les entreprises. Régulièrement, on met en place des webinaires. Et on a été ravis, en tout cas, merci beaucoup Sophie pour la Merci. clarté des informations données. Et Merci à vous pour votre écoute. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, peut-être Anto, dans les discussions, on peut ajouter mon email. N'hésitez pas hein, à m'appeler, à me contacter par mail. Hein, je vous accompagnerai au mieux. écoutez, je vous dis à bientôt et À je vous souhaite une bientôt. excellente journée. Au Merci à revoir à tous. tous. Merci, au revoir.